Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir. Il est 18h. À la une de ce journal, le procureur de Diourbel qui active le dossier sur l'affaire de l'enseignant Henri Ndiaye, mortellement poignardé. La présumée meurtrière a été déférée ce mercredi. 3 autres personnes ont été également conduites dans le bureau du procureur. Le chauffeur du PUR, le parti de l'unité et du rassemblement, arrêté lors des incidents meurtriers survenus à Tambacounda lors de la campagne électorale. Il écope de 6 mois de prison avec sursis. Il doit aussi payer une amende de 56 000 francs CFA selon la décision de justice. Il a été par contre acquitté sur le délit de fuite. 3e jour de grève de la faim pour le jeune Saher Kébé. Sa famille qui lui a rendu visite à la prison du Cap Manuel ce mercredi s'inquiète de la situation de l'élève mbourois poursuivi pour apologie du terrorisme. Une marche est en vue pour alerter l'opinion. En sport, football, éliminatoire CAN U23, phase aller Guinée-Sénégal. Le match ne s'est pas encore terminé, mais notez que c'est la Guinée qui mène sur le score de 2-1. Yonotol Mamadou Amardion, dans le débrief, nous allons évoquer la situation des pêcheurs sénégalais en Mauritanie. 350 parmi eux auraient été refoulés par les autorités mauritaniennes en charge de la pêche. Une décision que nous allons évoquer avec Baye Diallo. Il est le coordonnateur du conseil local de pêche artisanale de Saint-Louis. Barthélémy Ngom. Hassan Diouf est à la technique, mesdames, messieurs. Bonsoir. D'abord, ce jeune qui s'est suicidé au quartier Keur Cheikh de Diourbel, on vient juste de l'apprendre. Nous y reviendrons bien sûr avec notre correspondant Babacar Diouf. Cet accident à Keur Alpha dans la commune de Tchombi, un véhicule de marque Dacia a heurté un garçon de 7 ans. Mamadou Sen Naou a perdu la vie. Les populations de Tchombi prévoient d'ailleurs d'organiser une manifestation pour dénoncer les accidents récurrents, mais également réclamer des ralentisseurs sur la route. Il est 18h03. RFM 94.0, la radio en puissance. Direction Diourbel où la présumée meurtrière de l'enseignant Henri Ndiaye est devant le procureur depuis ce matin. 3 autres personnes sont également déférées dans le cadre de cette affaire. On attend donc de savoir s'ils seront placés sous mandat de dépôt ou s'ils vont bénéficier d'un retour de parquet. Babacar Diouf. Les 4 prévenus interpellés sur la mort de Henri Ndiaye, cet instituteur tué à Mbaye, ont été déférés ce matin devant le procureur de Diourbel. La fille de la classe de terminale est poursuivie pour meurtre suite à l'enquête de la gendarmerie. Les 3 autres prévenus, que sont la maman de la présumée meurtrière, l'enseignant et l'aide infirmier, ont tous été retenus pour non-assistance à une personne en danger. En plus de ces chefs d'accusation, Mélanie, la maman de la présumée meurtrière, devrait aussi répondre du délit d'ouverture de bar sans autorisation. Seront-ils mis sous mandat de dépôt ou bénéficieront-ils d'un retour de parquet? Les prochaines heures nous édifieront. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Babacar Diouf, nous y reviendrons donc, vous l'avez dit, lors de nos prochaines éditions. Un mois après les incidents meurtriers survenus à Tambacounda lors de la campagne électorale, le verdict du procès d'Ibrahima Ndaw est tombé ce matin. Le chauffeur du parti de l'unité et du rassemblement qui avait mortellement fauché un conducteur de moto Jakarta écope de 6 mois de prison avec sursis et d'une amende de 56 000 francs CFA. Il bénéficie par ailleurs d'une relaxe en ce qui concerne le délit de fuite. Compte rendu d'audience, Moussa Oumar Gueye. Ibrahima Ndoye, le chauffeur du PUR, est condamné à 6 mois avec sursis assujetti d'une amende de 56 000 francs à verser au trésor public. Ibrahima Ndoye est reconnu coupable d'homicide involontaire sur le jeune Cheikh Touré, conducteur de taxi moto Jakarta, lors des affrontements entre le PUR et le Benno Bokk Yakaar à Tambacounda. Il a tout de même bénéficié d'un acquittement, d'une relaxe pour ce qui est du délit de fuite. Son avocat, Amadou Ladjiba, considère qu'il s'agit là d'une décision d'apaisement rendue par la justice de Tambacounda. Quant à Ousmane Diop, le coordonnateur du PUR à Tambacounda, il rend grâce à Dieu et souhaite vivement que les 14 autres prévenus de la garde rapprochée du candidat Issa Sall du PUR, eux aussi, puissent bénéficier d'une liberté. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Saher Kébé a mis sa menace à exécution. Le jeune élève mbourois incarcéré pour apologie du terrorisme en est à son 3e jour de grève de la faim. Sa famille qui lui a rendu visite ce matin à la prison du Cap Manuel s'inquiète
de sa situation. Elle demande aux autorités aux autorités ainsi qu'aux organisations de défense des droits de l'homme de réagir au plus vite. D'ailleurs, la famille prévoit d'organiser une marche dans les prochains jours. Fallou Kébé, le grand frère de Saher Kébé, au téléphone avec El Hadji Ndiogou Diène. Saher observe une grève de la faim depuis 3 jours. Je l'ai trouvé dans des conditions extrêmement difficiles et j'ai même eu un pincement au cœur. J'invite les autorités à aller voir Saher pour se rendre compte de ces conditions. Vraiment, nous, sa famille et ses amis sommes très affectés, cela nous révolte. Dimanche, nous allons tenir une rencontre. La famille et les différentes associations de Pikine, de Mbour, de Thiès et de Tivaouane pour voir comment faire pour avoir une autorisation pour organiser une marche à la place de l'Obélisque, à la place de l'Indépendance pour dénoncer sa situation. Aujourd'hui, j'étais tellement touché que je n'ai même pas pu terminer ma visite. Nous demandons aux organisations de défense des droits de l'homme de réagir sur les conditions de Saher Kébé parce qu'il est très fatigué et si on y prend garde, le pire peut se produire. Fallou Kébé, le grand frère de Saher Kébé, en prison, 18h07. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Des difficultés pour les pêcheurs sénégalais en Mauritanie. 350 d'entre eux ont été refoulés avant-hier lundi. Le gouvernement mauritanien a interdit ses eaux territoriales aux pêcheurs étrangers, une mesure que dénoncent les pêcheurs de Guetnar. Ils interpellent les autorités par rapport à cette situation. Nous écoutons Cheikh Sidat Ndiaye, membre du comité du dialogue social pêche aquaculture, au téléphone avec El Hadji Ndiogou Diène. La Mauritanie a décrété que zéro étranger sur ses côtes, sur les eaux mauritaniennes. Pour cela, le lundi 18, avec la délégation des Sénégalais qui rentrait sur Nouakchott, la commission des Saint-Tournard, accompagnée de l'Institut régional de la pêche, ils ont rencontré un bus rempli de pêcheurs qui ont été refoulés vers Saint-Louis. Pour le moment, ils sont au nombre de 350 qui sont déjà à Saint-Louis. Il y a presque 300 pêcheurs refoulés dans cette semaine-là. Et ce qui pose ce problème-là, au niveau des campements de Ndiago jusqu'à Lam Haïzarat, il n'y a que des pêcheurs sénégalais. Et pourtant, j'avais proposé à l'État sénégalais de nous faire venir des bateaux ramasseurs pour désengorger la Mauritanie. On demande à l'État de nous faire venir des bateaux ramasseurs pour qu'on puisse faire sortir les pêcheurs sénégalais qui sont en Mauritanie. Il y a un nombre de 12 000 pêcheurs qui étaient représentés dans 3 000 pirogues. Avec chaque pirogue, il y a 4 pêcheurs. Donc ça fait 12 000 pêcheurs qui sont actuellement en Nouakchott, de Ndiago jusqu'à Lam Haïzarat, sur les 750 km de littoral de la Mauritanie. Dans le cadre de l'amélioration des conditions d'études des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la faculté des lettres et sciences humaines a réceptionné une bibliothèque ce matin d'une valeur de 15 millions CFA, un projet longtemps réclamé par les étudiants. Le directeur de l'enseignement supérieur a demandé à ces derniers de bien prendre soin de cette bibliothèque. Nafissa Ndiaye a assisté à la cérémonie. Cette nouvelle bibliothèque est bâtie sur un rayon de 200 mètres carrés avec des ouvrages multidisciplinaires. Le montant de l'investissement est estimé à 15 millions de francs CFA. Amadou Abdoul Sow, directeur général de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, les enseignants doivent être fiers d'avoir une bibliothèque de plus de 200 mètres carrés avec des collections qui ont été offertes par d'anciens doyens, d'une part, des ouvrages de toutes les disciplines de la faculté et des sciences humaines. Le doyen a dit que ça fait 15 millions quand on considère tous les investissements, mais chaque année dans son budget, 2 millions sont destinés donc à des fonds documentaires. Les étudiants se disent satisfaits de ce projet qu'ils avaient longtemps réclamé. Ils estiment que cette bibliothèque contribue à l'amélioration de leurs études. Moustapha Ba, représentant des étudiants de la faculté des lettres. Je pense que c'est un bon début pour la faculté et nous étudiants, c'est ce que nous souhaitons. Et également, nous exhortons les autorités à renforcer cette bibliothèque parce qu'il ne faut pas également oublier que ce n'est pas une faculté de 200 ou 400 étudiants, c'est une faculté de 32 000 étudiants. Nous apprécions et nous félicitons également l'administration, en commençant par le doyen Pierre Sarr et également le directeur de l'enseignement supérieur qui était là, M. Abdoul Amboussow, qui était également un ancien de cette faculté. Avec cette nouvelle bibliothèque, la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop concrétise un projet qui était en gestation depuis 6 ans. Les autorités conseillent aux étudiants d'en faire bon usage. Des Sénégalais de la diaspora qui exigent plus de considération du gouvernement. Presque tous les mois, un Sénégalais meurt à l'étranger sans assistance de l'État du Sénégal. Horizon sans frontières tire la sonnette d'alarme et propose un ministre chargé des migrations internationales. Jean-Paul Ndour signe le compte-rendu du point de presse. C'était ce matin au siège d'Amnesty International.
Une minute de silence pour rendre hommage aux 50 victimes de la Nouvelle-Zélande. La litanie peut commencer. Selon Boubacar Seye, président d'Horizon Sans Frontières, chercheur en migration internationale, le phénomène migratoire écrit par les temps qui courent ses pages les plus sombres. Combien de Sénégalais ont maille à partir avec la justice des pays d'accueil sans aucune assistance juridique? Combien de Sénégalais aujourd'hui sont en situation de dépression dans les rues d'Europe sans aucune assistance? Il faudrait changer de donne, assister les Sénégalais de l'extérieur qui malheureusement sont des cibles fugitives, les Sénégalais de l'extérieur qui malheureusement sont de plus en plus demandeurs de solutions alternatives, mais malheureusement l'État du Sénégal brille par son absence et nous le regrettons. Les Sénégalais de la diaspora, venus de la Mauritanie, de la France, de l'Italie, de l'Espagne et des États-Unis, ont décrié la banalisation des barbaries qu'ils subissent. Aïssatou Sy, présidente par intérim de l'Union internationale des droits de l'homme, résidente en Mauritanie. En Mauritanie ici, on a près de 200 000 Sénégalais qui vivent en Mauritanie. Mais il y en a un bon nombre qui sont en prison, qui sont pourchassés dans la rue, qui voient chaque jour leurs droits violés. Mais personne ne réagit. Tout est devenu banal. Nous lisons sur le net, tel a été assassiné. On passe. Tel a été emprisonné. Tout ça, nous trouvons que c'est normal. C'est Akhir Zaman. Mais avant que Akhir Zaman n'arrive là, les gens seront fatigués. Repenser le triptyque émigration, paix, sécurité, une problématique globale qui tient à cœur Horizon Sans Frontières. Ces sujets seront l'objet d'une conférence de 6 avril à Brescia, en Italie. RFM Sport. Bonsoir Youssouf Boyan. Bonsoir Barthélémy. Et bonsoir, on commence avec du football, les éliminatoires de la CAN U23. Et le match Guinée-Sénégal qui se poursuit à Conakry au stade du 28 septembre. On joue la 82e minute et c'est la Guinée qui mène par 2-1. Les Guinéens ont ouvert le score en première période sur penalty. Ibrahima Ndiaye, l'ancien joueur du Jaraaf de Dakar qui évolue en Égypte, a égalisé pour le Sénégal avant la pause. En seconde période, ils ont marqué donc sur un corner mal dégagé par le gardien. Et 2-1, il reste donc 8 minutes à jouer dans ce match au stade du 28 septembre de Conakry. On rappelle que le match retour est prévu dimanche prochain au stade Radior de Thiès, où le Sénégal donc va jouer ce match contre la Guinée pour les besoins des éliminatoires de la CAN U23 qui va se jouer cette année en Égypte. L'équipe qui va donc gagner lors de cette double confrontation va se qualifier pour cette CAN. L'équipe nationale a effectué tout à l'heure sa 3e séance d'entraînement. C'est à 19h au stade La Dior de Thiès. Séance à huis clos donc pour les Lions qui vont démarrer donc le travail sur la stratégie à adopter samedi contre Madagascar. Faut-il faire tourner l'équipe puisque le Sénégal est déjà qualifié. Ou bien faut-il commencer donc à mettre les choses en place en vue de la CAN qui va se jouer l'été prochain en Égypte? Solo Thiam a demandé l'avis de quelques spécialistes. La rencontre Sénégal-Madagascar est d'une importance capitale, selon le technicien Sidat Sarr. Certes, les Lions ont déjà composté leur ticket pour la prochaine CAN, mais il ne faudrait pas prendre des risques en alignant au départ les nouveaux. Je pense que l'entraîneur est assez outillé et assez mature pour savoir d'abord gérer son effectif, parce que je pense que le principal travail a été fait pour avoir la qualification. La qualification est déjà acquise. Je pense que c'est le moment de revoir encore son équipe et son effectif. Donc je pense pas qu'il y aura de grands chamboulements pour ce match-là. Son homologue Abba Talifa, lui, parle des enjeux et opte pour les cadres. Il y a la première place en jeu. Pour moi, il faut mettre l'équipe idéale. Bon, en plus, en deuxième mi-temps, en fin de partie, les 20 dernières minutes, là, mettre les joueurs qu'il faut voir à l'œuvre. Je pense que c'est plus intéressant que de changer pour changer seulement, ou bien de tester des nouveaux. Il y a des gens en jeu. Déjà, si on met une bonne équipe, il y a aussi le classement FIFA. Donc, c'est un match à ne pas négliger. D'autant plus qu'à l'aller, les Malgaches nous ont un peu secoué avec une possession de balle de 65%. Donc, il faut faire un match sérieux, discipliné, pour mettre l'équipe idéale. La manche aller Madagascar-Sénégal s'était soldée par un nul. Alors, le staff technique et les joueurs sont avertis. Et selon nos interlocuteurs, les nouveaux joueurs pourraient intervenir dans la deuxième période et attendre la rencontre amicale Sénégal-Mali. Soit de Thiam, donc les Lions s'entraînent tout à l'heure au stade La Dior de Thiès. Séance à huis clos. Nous parlons de la Coupe du Sénégal de football, 16e de finale.
Les matchs donc ont démarré. Les premiers résultats 4-0 pour Darussalam face au Port autonome de Dakar. Darussalam, on le rappelle, c'est un club qui joue en division régionale et le Port joue en Ligue 2. C'est donc le charme de la Coupe du Sénégal, les petits qui renversent les supposés grands. HLM qui domine EJ Fatick à Alassane Djigo, 2-1 pour HLM qui se qualifie donc pour les huitièmes de finale, ainsi que Gorée qui a battu Cambérène par 1-0. Les autres matchs en cours entre le Casa Sport et le Djambar Ziguinchor, 2-2. Les Ziguinchorois avaient été menés par 2-0. Ils ont donc pu revenir au score. Le match se poursuit. Sonacos qui était mené par Génération Foot à Kaolack, 1-0. Pour le moment, c'est 1-0 pour Assur face à l'US Rail. Le match se poursuit. Dakar Sacré-Cœur mené par le Stade de Mbour, 1-0. Match en cours également entre Teungueth FC et Demba Diop FC, 0 but partout. Les résultats de ces 16e de finale de la Coupe du Sénégal sera dans nos éditions du soir. Mais notez que en Guinée-Sénégal en U23, il reste 4 minutes à jouer et c'est la Guinée qui mène par 2-1 dans ce match aller à Barthélémy. Merci beaucoup Youssouf Boyan. Le score final donc de ce match dans nos prochaines éditions. 18h17, Yonou Tol, c'est maintenant. Bonsoir Mamadou Amar Ndione. Bonsoir et bienvenue. Faciliter et encourager le partage des bonnes pratiques entre organisations de producteurs, c'est le but visé par la caravane d'apprentissage pilotée par le FNDASP, le Fonds national de développement agro-silvopastoral. Première étape, Dondou, dans la commune de Bokidjawe, région de Matam. Ici, c'est le SRI qui est pratiqué, le système de riziculture intensif. Mamadou Siressal, surnommé Daïsal, superviseur de l'association Karoual, Guénar et Bosséa, AKNB. Ici, là, on est à Dondou, on a que 38,5 hectares. Voilà. Ici à Dondou. Mais dans le village de Dondou, on a 10 périmètres ici qui tournent autour de 318 hectares. Et c'est géré par qui? C'est géré par les villageois eux-mêmes, qui sont regroupés par des ménages. Chaque ménage, là on est Dondou 2, on a 39 ménages sur les 38,5 hectares. Vous pratiquez quelle technologie? Bon, actuellement, on pratique la technologie SRI, système risicole instinctif. Avant, on faisait système classique. Mais actuellement, les producteurs, vis-à-vis le rendement des SRI, tout le monde se retrouvait pour utiliser le système risicole instinctif. Et qu'est-ce que ça donne exactement? Ça nous donne vraiment une très grande satisfaction, surtout au niveau de notre rendement. Le coût est moins cher, encore un rendement élevé par rapport à avant. Avant, vous aviez combien à l'hectare et maintenant? Avant, le rendement se tournait autour de 5 à 6 tonnes par hectare avant. Actuellement, bon, le rendement tourne autour de 10 à 12 tonnes par hectare si toutes les conditions sont réunies. À Ndouloumadji, village de la commune de Nabadji-Sivol, arrondissement de Ogo, département de Matam, les producteurs ont aménagé 30 hectares pour la culture de plusieurs spéculations. Aïssatouli, gérante de la SIPA de Ndouloumadji. La SIPA, c'est la société d'intensification de la production agricole. On produit ici de la pomme de terre, de l'oignon, de l'arachide, du gombo, de la pastèque, du niébé, presque tout. Combien de personnes travaillent ici? La société compte 150 personnes au total, 75 hommes et 75 femmes. Et combien avez-vous vendu ces dernières années? L'année dernière, par exemple, la production s'élevait à combien? Pour l'année dernière, pour la campagne de pommes de terre, on avait vendu 18 millions de francs CFA pour les 10 hectares. Les 11 millions, c'était destiné aux frais. Et les 7 millions, c'était un bénéfice. Ça, c'est pour l'année dernière. Cette année-ci, je n'ai pas encore fait le bilan. Je viens juste de récolter, je n'ai même pas fini. Qu'est-ce qui est attendu de cette caravane d'apprentissage? La réponse avec Malik Lo, le responsable de la communication du FNDASP, le Fonds national de développement agro-silvopastoral. Le tout s'inscrit dans le cadre d'un don financé par le FIDA au FNDASP. Il s'agit en fait pour ce don de renforcer le partage et d'élargir les meilleures pratiques. Parce que tout part du constat que les projets interviennent en général, où les organisations de producteurs elles-mêmes ont au niveau local développé des pratiques qui sont assez intéressantes, mais qui le plus souvent, on le dit, on le constate, restent à l'échelle locale.
Au-delà même des pratiques culturelles, ça c'est important. Il y a des aspects, on l'a vu aujourd'hui par exemple, le système de riziculture intensif. Certains producteurs, maintenant certainement que tout est à contextualiser. Mais il faut dire que déjà, ce qu'on a constaté aujourd'hui sur le terrain avec le système de riziculture intensif, les sociétés d'intensification de la production agricole, c'est que déjà les échanges sont en train de se développer entre les participants de cette caravane-là. Même si je le dis encore une fois, les réalités sont différentes d'une zone à l'autre, mais ne serait-ce que du point de vue connaissance, du point de vue organisation, mode de gestion et de fonctionnement, on pense que déjà, on n'a fait qu'un jour sur 9, mais on voit déjà les bénéfices qui commencent à ressortir de ce travail-là. Un échange de bonnes pratiques qui implique plusieurs projets. Le don a été financé par le FIDA qui a eu à financer pour l'État du Sénégal des projets comme le PRODAM, c'est le projet de développement agricole de Matam, qui a fini ses activités avec le FIDA. Il y a le PADAER dans la région de Tambacounda, Kolda, Kédougou, et il y a le PAFA Extension dans la zone de Kaolack, Kaffrine, Louga jusqu'à Diourbel. Il y a d'autres projets financés par d'autres bailleurs de fonds. Ça, c'est la particularité aussi du projet. Je veux parler du PASA Lumakaf, le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine. Je veux parler aussi du PDRS qui émane du PAPIL. Merci à Malik Lo, responsable de la communication du FNDASP, Mamadou Siressal, superviseur de l'association Kawal Genar et Bosséa, à Aïssatouli, gérante de la CIPA de Nouloumadji, et à Amadi Ndiaye pour la collaboration technique. À vous qui nous suivez pareillement, Yonoutol, c'est fini. Rendez-vous mercredi prochain. Merci beaucoup Mamadou Aman Dione. À mercredi prochain, 18h, 23 minutes, l'heure du débrief. Nous sommes avec Baye Diallo. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir, Bach. Vous êtes le coordonnateur du Conseil local de pêche artisanale de Saint-Louis. Avec vous, nous évoquons la situation des pêcheurs sénégalais, ceux de Guet-Ndar en particulier, qui pêchent dans les eaux mauritaniennes. D'abord, est-ce que vous confirmez l'information selon laquelle plus de 300 pêcheurs sénégalais ont été refoulés de la Mauritanie? Oui, je confirme l'information. Et quels sont les concernés? Bon, les concernés, ce sont les pêcheurs qui faisaient l'immigration clandestine à bas échelle. Par exemple, c'est parce que c'est de l'immigration clandestine. Dans la mesure où nous et la Mauritanie, ce qui nous lie, ce sont des accords de pêche. Et que c'était très bien prédit que tout étranger n'a pas le droit de s'embarquer dans une embarcation mauritanienne pour pêcher les espèces démersales de fond. Donc en clair, les pêcheurs qui détiennent des licences de pêche ne sont pas concernés par cette mesure. Ils ne sont nullement concernés dans la mesure où même la délégation mauritanienne, la délégation sénégalaise est en Mauritanie présentement pour la prolongation des licences qu'ils devaient effectuer au bout de 6 mois. Alors, nous allons arriver sur cette question des licences, mais pour cette saison, la Mauritanie avait octroyé au Sénégal 400 licences de pêche. Quand est-ce que ces licences prennent fin? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Bon, on peut les prendre sa terminaison au mois de juin, normalement, parce que nous avons prépayé 6 mois. 3 mois par tranche. Bon, on a déjà entamé les 3 mois et que les formalités sont déjà terminées. Maintenant, nous entamons la deuxième phase, ce qui a poussé à la délégation sénégalaise d'aller rejoindre les homologues mauritaniens pour statuer sur cette éventuelle prolongation. Et en ce même moment-là, une prolongation de combien de mois, de combien d'années? De 3 mois encore. De 3 mois encore. Dans les 1 an. Parce que nous avons un accord de pêche pour 1 an, renouvelable chaque année. Bon, alors, payable par 3 mois. Nous, on avait anticipé, on avait donné 6 mois pour ne pas qu'il y ait de retard. Maintenant, la délégation sénégalaise se trouve en Mauritanie. C'est en ce même moment-là qu'ils sont rencontrés les pêcheurs sénégalais-là, qui n'étaient pas dans la légalité en train d'être expulsés quand même. Ce qui était regrettable. Et cette mesure ne concerne pas seulement les pêcheurs sénégalais? Non, ça concerne tous les pêcheurs étrangers. Ils les ont sommés de quitter. Parce que c'est avec un patrouille qu'a effectué sur les campements, les gardes-côtes mauritaniens qu'ils ont pu opérer, qu'il y avait des étrangers embarqués sur des pirogues immatriculées mauritaniens. Ils les ont sommés de quitter leur pays. Et que, bon, cela a été tellement clair qu'ils ne devaient même pas aller y pêcher là-bas sans pour autant se conformer aux accords de pêche et les règles et le contenu qui se trouve dans les accords de pêche, parce que c'est très bien dit.
D'accord. Alors, une autre question. Comment se passe maintenant le contrôle de la commission conjointe Sénégal-Mauritanie sur la quantité ou les quantités de pêche? Bon, il fait de faire l'évaluation des premiers 3 mois à mi-parcours. Bon, ce n'était pas exhaustif. Bon, pour qu'il n'y ait pas de retard, cause pour laquelle ils ont pu anticiper. Mais ce qui est sûr, bon, ils vont en discuter sur le quota, ce qui a été pêché, parce que moi, je ne faisais pas partie de ce comité-là. Oui, ok. C'est vrai que la Mauritanie avait octroyé 50 000 tonnes aux pêcheurs sénégalais pour la période de validité des licences, c'est ça? Oui, alors, à quelques 3 mois, vous ne savez pas encore le tonnage qui a été pêché par les Sénégalais? Non, du tout, parce que je ne fais pas partie de la commission paritaire de contrôle de suivi des débarquements au niveau de Saint-Louis. D'accord. À propos des licences de pêche, quelle pourrait être selon vous la solution définitive? Parce qu'à chaque fois, le problème se pose, licence de pêche entre Sénégal et Mauritanie. Entre Sénégal et Mauritanie, bon, ce sont 2 pays, bon, qu'on peut dire que, bon, ils sont liés par une forte... je ne sais pas comment dire, parce que souvent j'ai l'habitude de le dire. Ils sont liés par l'histoire et la géographie. Donc, on est inséparables. Bon, dans des genres d'accords pareils, que les pêcheurs ne maîtrisaient pas à l'avant, quand il vient en ce moment-ci, bon, force est de constater qu'il y ait des problèmes. Mais ce sont des problèmes qui viennent souvent de façon très rare, mais il faudra se mettre autour d'une table pour discuter et éventuellement trouver des solutions à ces problèmes-là. Parce que ça ne peut pas manquer. Ok, mais quand on distribue, quand on donne des licences de pêche aux pêcheurs du Sénégal, est-ce que vous, conseil local de pêche artisanale, est-ce que vous menez des campagnes de sensibilisation pour informer les pêcheurs, particulièrement ceux de Guet Ndar, sur les mesures que vous avez retenues entre les 2 pays? Vous savez très bien que l'organe que nous dirigeons, c'est un organe de paramétrage. Bon, qui servent à communiquer avec les pêcheurs, les sensibiliser pour l'éventuel développement durable pour la pêche artisanale. Et pour une meilleure gestion de la pêche, en quelque sorte, de la sécurité aussi, de leurs biens et d'eux-mêmes, de leurs enfants. Bon, on ne peut pas tout dire que c'est clean, mais à tout moment qu'il y a des accords ou bien des problèmes, on met nos responsabilités devant pour expliquer aux acteurs de la pêche. Mais quand il s'agit des autorités, on se met aussi devant les autorités pour leur dire de quoi il s'agit réellement. D'accord. Merci beaucoup, Baye Diallo. C'est moi qui vous remercie. Le coordonnateur du Conseil local de pêche artisanale de Saint-Louis. Mesdames, Messieurs, c'était le débrief. C'est la fin de ce journal. Toutes nos excuses. Nous sommes rattrapés par le temps. Journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Hassan Diouf. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. L'info revient à 19h. Une courte page publique.